Salut, ici Maps! Aujourd'hui, ma chaîne a 7 ans. Donc, il y a 7 ans, je démarrais sur YouTube, je publiais ma première vidéo et c'est là aujourd'hui qu'on en est rendu 7 ans plus tard. Donc, j'ai décidé pour célébrer cet anniversaire, ce 7e anniversaire sur YouTube, de faire une petite vidéo en 7 sections. Donc, des questions, des analyses de mes livres, de mes auteurs préférés au fur et à mesure des années. Quelque chose avec des sections plus courtes, d'autres plus longues, un petit peu comme conversation aussi au travers de tout ça, sans grande prise ou cassage de tête. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite avec un petit segment de questions Q&A. Il y a quelques petites questions auxquelles je vais répondre maintenant. Donc, la première question nous provient de Mireille Messier et elle me demande, je sais que ce n'est pas rapport, mais une chose que j'aime de ta chaîne, c'est que tu ne portes pas de maquillage. Merci. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est difficile? Bon, je m'installe sur le divan du psy et je vous explique ça, ma relation avec le maquillage. Je pense que pour répondre à cette question-là, c'est un mélange de paresse et de rigidité et de trauma d'enfance. On va y aller ainsi. Donc, ma relation avec le maquillage, la première personne de mon entourage qui en portait, c'est ma mère, qui en porte encore d'ailleurs. Et elle n'en mettait pas beaucoup, elle n'en met encore pas beaucoup, mais pour elle, c'était impossible de sortir de la maison sans son rouge à lèvres, son fard à joues, je sais pas ce qu'elle fait pour se maquiller, je connais tellement rien de ça. Mais c'était la première figure, le premier modèle que j'ai eu dans ma vie et que j'ai pu analyser sa relation avec le maquillage. Elle me disait, j'en mets pas beaucoup, mais comme je peux pas sortir de la maison sans ça. Elle disait qu'elle avait l'air malade. Tu sais, les gens diraient qu'elle aurait l'air malade si elle ne portait pas au moins son rouge à lèvres. Donc, c'est ça qui m'est resté en tête que comme c'était quelque chose qui était quand même lourd parce qu'elle pouvait pas partir sans ça. Donc ça, c'était ma première analyse du maquillage, était assez jeune. Au secondaire, j'ai été dans un programme sport, art, études et j'étais pas dans les populaires. Donc, les filles populaires en sport, études, c'était les gymnastes, les patineuses artistiques. Et moi, j'étais avec les rejets des sports. Donc, moi, j'étais une des seules musiciennes. On s'entend que j'avais pas beaucoup d'amis. Et je me tenais avec une nageuse, une fille qui faisait du triathlon, puis une fille qui faisait du ski alpin. Et ce qu'on avait en commun, outre qu'on était les rejets de ce groupe-là, c'est qu'on n'était pas très girly, ni l'une ni l'autre. Donc, il n'y avait pas d'influence non plus par rapport à ça. Et au conservatoire de musique, je me tenais majoritairement avec des garçons, un petit peu plus jeunes, un petit peu plus vieux. Et les filles qui était un petit peu plus vieille que moi, avec qui j'aurais pu copiner et tout ça, qui se maquillaient, ben ça fitait pas. Donc j'avais vraiment pas d'influence, j'avais pas de modèle pour ça. Donc ça a jamais été quelque chose que je voulais nécessairement essayer. À mon bal de secondaire 5, on se popounait pis tout ça, parce que même si j'étais pas je me maquillais pas au secondaire, même si c'était pas dans mes intérêts, je me disais bon, c'est le secondaire, la fin, c'est le bal, une belle robe, des beaux cheveux, du maquillage. Donc, lorsque je suis arrivée chez la maquilleuse, j'ai demandé de faire ça ultra naturel parce que j'en portais pas, puis je voulais comme me reconnaître, t'sais. Et ma foi, ça a été un gros traumatisme parce qu'elle m'a beurré ça, là. Elle m'a beurré ça. Et je me souviens d'y avoir dit de faire attention, d'en mettre pas beaucoup, mais comme je suis méconnaissable, je peux vous mettre une photo, là. C'est sûr qu'à l'époque, je portais pas mes lunettes, je portais des verres de contact et tout ça. J'avais 17 ans, aujourd'hui j'en ai 32. Donc ça, là, ça a comme vraiment mis la hache à ma relation avec le maquillage parce que j'étais comme, je vois vraiment pas l'importance ou l'intérêt d'en mettre si j'ai l'air de ça. Comme c'est pas moi, ça. J'aimais pas ce que ça donnait sur moi. Et je pense que d'un autre côté aussi, c'est
une grosse part de paresse parce que se maquiller, se faire les cheveux, ce sont des trucs qui prennent du temps. Et si c'est pas quelque chose, tu sais, moi je suis un peu sloppy dans ma vie de tous les jours. Je pars au travail puis je sors de la douche, j'ai à peine brossé mes cheveux. Comme tout ce qui est me mettre belle et tout ça, c'est pas ma tasse de thé. Il faut que ça soit le plus facile possible. Tu sais, je vais mettre quelque chose de beau, mais comme me coiffer, me maquiller, ça a jamais été dans mes intérêts. Donc, c'est resté comme ça tout au long de ma vie d'adulte. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je me maquille pas. Je mets pas de filtre non plus. J'ai un petit peu la même relation avec les filtres qu'avec le maquillage. Je trouve que c'est pas moi. Tout simplement. Puis, comme c'est de ça que j'ai l'air, c'est de ça que j'ai l'air à tous les jours lorsque je me lève, lorsque je me couche. Personnellement, ça me plaît pas, les filtres. Puis même, je trouve que ça me plaît pas lorsque les gens en mettent. Parce que je trouve que c'est pas eux. Les personnes sont beaucoup plus belles lorsqu'elles sont, elles, naturelles. Puis je peux comprendre que les gens font ça pour eux, mais j'ai jamais trouvé quelqu'un qui était plus belle avec du maquillage. Donc voilà, c'est un choix, effectivement, et ce n'est pas difficile parce que c'est tout ce que je connais. Aujourd'hui, je trouve ça quand même un peu comme une bénédiction, dans le sens que je suis pas enchaînée à ça. Je pars de chez nous, je me suis jamais posé la question est-ce que je devrais me maquiller, est-ce que les gens vont me reconnaître si je me maquille pas. Donc je me sens très libre de tout ça. Je fais mes stories, je suis à peine réveillée, je suis décoiffée. C'est ça que je suis, c'est ça que je montre, puis that's it, that's all. Alors voilà, vous savez tout maintenant. Deuxième question. En 7 ans, constates-tu des changements via les éditeurs ou même juste la réception des auteurs? C'est de Guerrier de Ténèbres. Pour vrai, est-ce que je vois des changements? Ben, en tout cas, BookTube, de façon générale, il y a toujours eu une indifférence ou, en tout cas, une non-connaissance du phénomène de BookTube. Donc, je dirais que non, il n'y a pas beaucoup de changements parce qu'encore aujourd'hui, on n'est pas sur la map. Là, les éditeurs ne s'intéressent pas à nous. Les auteurs, je trouve qu'il y a une différence sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus présents qu'avant. Puis ça, j'en ai parlé beaucoup, on en a parlé en podcast, qu'est-ce que tu lis sur les critiques des auteurs. Mais de façon générale, je trouve que sont beaucoup plus présents, mais j'ai l'impression aussi qu'on parle beaucoup plus de littérature québécoise. Donc, tu sais, il y a comme peut-être une cause à effet par rapport à ça. Mais je pense que ma réponse se situerait ainsi, est un petit peu plate malgré tout, c'est que je trouve pas qu'il y a eu tant de changements que ça. Surtout pas des éditeurs. Puis, oui, forcément, des autoristes. C'est en train de se placer, d'essayer de trouver comment vivre avec les critiques. Il y a quelque chose qui est en train de se placer par rapport aux autoristes et aux personnes qui font de la critique de livres. Ça a définitivement changé. Mais tu sais, je dis ça, mais tu sais, c'est vraiment pas tous les autoristes qui s'intéressent aux critiques, puis je pense que la majorité se tiennent loin et c'est parfait ainsi, dans le sens que les critiques sont pas là pour les autoristes, ils sont là juste pour parler de livres, puis ce sont des échanges entre lecteuristes. Donc, moi, je garderais ça ici comme réponse. Et sa deuxième question, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à partager des critiques de tes lectures? Ben, tout simplement, c'est parce que la lecture, c'est un passe-temps très solitaire. Puis, j'avais envie d'en parler. J'avais envie de parler de ce que je lisais, des émotions que ça me faisait vivre. J'avais essayé de partir un blog, mais je suis tellement pas écriture. J'aime pas comment j'écris. Je trouve pas que j'écris bien. Je trouve pas que ça donnait l'essence de ce que je voulais dire à propos de ces livres-là. Puis c'est tout simplement comme ça que ça s'est passé. Mon mari, maintenant, qui était mon chum à l'époque, il m'a dit « Est-ce que tu voudrais faire des vidéos? » Puis je me suis pas posé de questions. J'ai commencé à parler de livres sur ma chaîne. Et c'était pourquoi au départ, c'était mon objectif de faire une vidéo, un livre, parce que je voulais parler de ce que je lisais. Donc ça a toujours été ça mon but. C'est encore ça mon but, de parler de ce que je lis, d'ouvrir des dialogues, d'échanger. Je trouve ça tellement intéressant. J'aime tellement lire. J'aime aussi parler de lecture, mais c'est tellement un passe-temps solitaire. Puis c'est ça que je trouve très
cool aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens avec qui je peux en parler à tous les jours, même si c'est pas nécessairement des personnes qui ont lu le livre que je suis en train de lire, et peut-être que ces personnes-là vont vouloir le lire ou vont vouloir m'entendre parler de ce livre-là, même si eux ne l'ont pas lu. Donc, c'est ça. Ça a toujours été ça l'objectif, et ce l'est encore. Sous le ciel me pose la question, comment entrevois-tu le futur de BookTube ou de ta chaîne? Grosse question. Ben, BookTube, je sais pas s'il peut avoir un futur s'il n'y a pas de présent. Dans le sens que, tu sais, le créneau, les gens qui écoutent des vidéos de livres au Québec, c'est, ma foi, très restreint. J'aimerais ça que ça soit plus accessible, j'aimerais ça que ça soit davantage mis de l'avant, qu'il y ait davantage de conversations autour des livres, particulièrement au Québec, parce que, tu sais, si on compare aux États-Unis puis en France, on parle de façon générale beaucoup plus de livres, puis je serais même intéressée de savoir le pourcentage des gens sur TikTok qui sont sur les sphères de livres. Est-ce que c'est canadien? Est-ce que c'est québécois? Est-ce que c'est français? Ou les États-Unis? Ou autres endroits sur la planète? Parce que j'ai pas l'impression que les Québécois parlent beaucoup de livres en général, surtout pas une certaine tranche d'âge qui ressemble à la mienne. Le futur de BookTube, j'ai l'impression que ça va mourir de sa belle mort éventuellement, malheureusement. Puis de ma chaîne, cette chaîne existe sans nécessairement de vision future, dans le sens que j'y vais au jour le jour. Si j'ai des idées vidéos, si j'ai encore envie de parler de livres, je continue. Si j'ai encore envie de planifier des vidéos, je continue. Si j'ai encore envie de faire ça, ça va se passer comme ça. Je pense que la prochaine question qui était celle de MH la lectrice va un petit peu aussi de pair avec cette question-là. C'est qu'est-ce qui te pousse à continuer à faire vidéo? C'est quoi ma motivation? Je pense que c'est un mélange de rigidité et de fait que j'aime parler de livres. Donc rigidité parce que, tu sais, même dans le temps que je faisais 3 vidéos par semaine ou lorsque j'en faisais 2, tu sais, comme passer de l'un à l'autre, puis là, passer de une vidéo semaine, c'est difficile pour moi les transitions parce que j'aime la routine et donc tant que je me dirai pas mentalement, tant qu'il n'y aura pas de raison pour moi d'arrêter d'en faire, je vais suivre ma routine puis je vais être bien là-dedans. Puis ce qui me pousse à en faire, c'est de parler de livres. J'aime ça, m'asseoir puis parler de livres. J'aime ça, parler de livres. Donc c'est pas plus compliqué que ça. J'ai pas beaucoup d'inconvénients dans ce que je fais sur YouTube. Je peux faire le minimum de montage, même si j'ai pas de problématique à faire du montage. C'est pas quelque chose qui m'horripile. J'aime m'asseoir puis parler de ma caméra, devant ma caméra, pas de ma caméra, mais de livres devant ma caméra. Mon studio est installé, donc il y a vraiment pas beaucoup d'efforts de ma part à faire à toutes les fois que je publie une vidéo. Mes miniatures, je les fais assez rapidement. Puis maintenant, en plus, j'ai Canva Pro, donc je me casse tellement pas la tête. Tout est tellement facile. J'ai tellement tout mis en place pour que ça soit facilitant, pour que ça se passe, que j'ai pas besoin de beaucoup d'efforts et d'énergie. Et je fais quelque chose que j'aime au final, parler, hein, je suis prof, et parler de livres. Donc voilà ma motivation, voilà pourquoi je continue, et voilà pourquoi j'imagine que ça va continuer encore un bout, jusqu'à temps que j'ai une raison d'arrêter. Mais pour l'instant, j'en ai pas. Voilà. On va passer à la deuxième petite section. C'est en parlant avec Hello Kimi que cette section m'est venue en tête parce qu'elle aussi, elle a fêté son 7e anniversaire sur BookTube il y a quelques semaines. On faisait comme une rétrospective de tout ce qui s'est passé en 7 ans, puis je me suis dit que je pourrais vous le partager parce que je trouvais ça, ma foi, intéressant. Donc, en 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé? 3 déménagements. J'étais dans une maison louée, il y a 7 ans, du côté du Québec. J'ai déménagé avec mon mari actuel. On a déménagé à un endroit du côté d'Ottawa, à un autre endroit, puis là, finalement, on a acheté notre maison. Donc, j'ai déménagé à plusieurs reprises. J'ai terminé 2 diplômes. Donc, à l'époque, au début de ma chaîne, j'étais dans mon programme d'éducation préscolaire et enseignement primaire que j'ai terminé. Et en même temps, ou
en chevauchement. Il y avait un micro-programme en droit que j'ai terminé aussi. Depuis, j'ai fait quelques cours, mais j'ai pas terminé le programme. Sinon, ben, il y a eu fiançailles, il y a eu mariage et il y a eu bébé. Et au niveau animaux, il y a eu un décès de mon chien Juliette et un nouveau chien, Tomo, qui est arrivé en 2023 à la fin avril. Non, fin mai. En tout cas, dans ce bout-là. Donc, il s'est passé quand même pas mal de choses. En 7 ans, moi qui étais étudiante, maintenant qui est rendue professionnelle, il 7 ans, j'avais comme 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai 32. C'est pas tout à fait à la même place dans sa vie. Donc voilà pour cette petite rétrospective des 7 dernières années. Puis j'avais pas d'éclairage, je faisais ça avec la caméra que mon chum m'avait prêtée. Mes premières vidéos aussi, mes cheveux, ça c'est quelque chose qui a beaucoup changé au fur et à mesure des années, là. J'avais une permanente au début, puis là, je les ai coupées, puis là j'essayais de faire partir ma permanente. J'ai eu les cheveux blonds. J'ai eu des cheveux qui ressemblaient à un citron. Mes cheveux sont aussi une grande partie de changement de cette vidéo. Bon, j'ai eu une coupe de lunettes différentes aussi, je crois, mais ça, c'était moins voyant quand même. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Sortons un petit peu de moi, même si ça va continuer à parler de moi. Donc, en troisième section, je vais vous parler de mes auteuristes les plus lus à vie. Donc, je me suis fait un Excel où j'ai noté les auteurs et tous les livres que j'ai lus de ces personnes-là. Donc, si je vous fais un petit palmarès, la personne dont j'ai lu le plus de livres aujourd'hui, c'est Colin Hoover, avec 17 livres. Surprenant mais vrai, parce qu'au début de ma chaîne, d'ailleurs, je lisais beaucoup de Colin Hoover, et à toutes les fois que je vois aujourd'hui sa popularité, je trouve ça tellement weird, parce que moi, j'aurais voulu le faire partie de ça, v'là 7 ans. Mais c'était pas v'là 7 ans qui était si populaire, c'est aujourd'hui. Puis aujourd'hui, j'ai pas envie de lire Colin Hoover. Le bateau est passé, puis moi, je suis plus dedans. T'sais, je suis sortie du bateau, je lis beaucoup moins de jeunes adultes, je lis pas vraiment de ce genre d'écriture, rebondissement facile. Je sais que je le lirais puis j'aurais quand même du plaisir, là, mais ce n'est pas dans mes plans de relire Colin Hoover. À plusieurs reprises, je me suis demandé est-ce que je devrais faire genre une vidéo de mes tops puis de mes plus mauvaises lectures de Colin Hoover. Sauf qu'en même temps, il n'y a rien qui est récent de ça. Il faudrait que je regarde mes Goodreads puis que j'essaie de classer tous les livres que j'ai lus de cette autrice-là. Puis il y a beaucoup que c'était juste des 5 étoiles. Puis je sais plus si je peux vraiment me baser sur mon opinion de 7 ans. Donc, en tout cas, il y a une vidéo TikTok que je voulais vous faire. Peut-être que je vais faire cet exercice-là cette fois-là. Mais bon, c'est Colin Hoover dont j'ai lu le plus de livres encore aujourd'hui et je travaille fort à ce qu'elle soit déclassée. Mais c'est pas évident parce qu'il faut un ou une auteuriste qui a plus de livres que elle, et elle en a beaucoup. D'ailleurs, en deuxième place, c'est Mathieu Simard avec 16 livres. C'est pas tout à fait la même situation que Colin Hoover parce que Mathieu Simard, j'ai lu sa série Pavel, qui sont des minuscules romans avec des illustrations à l'intérieur pour les jeunes du secondaire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il l'a en intégrale, mais moi, ben, c'était vraiment tome par tome à ce moment-là. Tu sais, ça compte quasiment comme des mangas, mais tu sais, je les ai lus chaque tome séparément. Donc, c'est ça qui est ça. J'ai pas lu énormément de romans adultes de Mathieu Simard. Je me suis essayée parce qu'il y a quand même une bonne vague d'amour autour de lui. Puis, on n'est pas tout à fait compatibles. Je vais peut-être essayer encore de donner une chance, mais même à ça, tu sais, je trouverais ça étrange qu'il soit au top de mon palmarès encore dans 5 ans, compte tenu que c'est pas un auteur qui me fait tant vibrer que ça aujourd'hui. En troisième position, il y a
un ex-aequo, donc Sandra Dussault avec 13 livres et Fanny Demeule aussi. Ben, Fanny, elle a beaucoup de petites nouvelles, donc j'ai quand même compté les recueils parce que toutes les fois que je lis une nouvelle de Fanny, ben c'est lire un petit peu plus de Fanny Demeule. Mais ça, au moins, je trouve que c'est pas mal plus représentatif de mes dernières années. Je considère que Sandra Dussault et Fanny Demeule sont deux autrices de mes coups de cœur, mes préférées à vie québécoises, définitivement. J'aime beaucoup leurs plumes, j'aime beaucoup leurs univers, j'aime leurs propos, j'aime comment c'est amené. Sandra Dussault fait un petit peu plus du jeunesse, mais je les aime vraiment toutes les deux beaucoup. J'ai fait des entrevues avec ces deux autrices-là. Donc ça, c'est un palmarès qui me convient et qui me correspond tout à fait. Et j'ai mis en cinquième Samuel Champagne. J'ai lu 12 ouvrages de cet auteur-là. Donc, encore une fois, je suis assez satisfaite de ça. Lorsque j'ai découvert la plume de cet auteur, j'ai voulu tout lire ce qu'il avait écrit. Et lui aussi, j'ai fait une entrevue avec lui, qui est ma dernière entrevue avec un auteur ou une auteuriste. Donc, très contente que la fin du podium balance le début du podium. Puis, j'ai envie de travailler sur ça, là, de relire les auteuristes qui me plaisent pour avoir tout lu. Je trouve qu'il y a quelque chose de très satisfaisant lorsque tu as comme lu l'entièreté de ce qu'un auteur ou une autrice a publié et qu'à chaque fois que une nouvelle parution que tu peux le lire, t'es comme j'ai encore tout lu de cette personne-là. Donc voilà pour mes auteuristes les plus lus à vie. Maintenant, en section 4, on va y aller pour une petite analyse de mes top lectures des dernières années. Encore une fois, j'ai fait un petit Excel parce que pourquoi pas, je trouve ça bien amusant d'avoir ça. On va y aller par année, donc on va commencer en 2017. Puis, au travers de tout ça, je vais vous dire si j'ai déjà lu autre chose de ces auteurs qui étaient dans mes palmarès. Et si oui, est-ce que j'aimerais réitérer l'expérience ou est-ce que j'ai déjà tout lu de ces autoristes-là? Ou sinon, est-ce que finalement j'ai lu autre chose puis c'était juste comme un one-hit wonder? Donc, vous allez comprendre. Si on y va en 2017, dans mes tops de l'année, j'avais Parfaite de Caroline Kepnes. Cette autrice-là, elle a la série You, justement, dérivée de ce titre que j'ai lu en français. J'ai pensé à la relire. Il y a le deuxième tome, je pense qu'il s'appelle Hidden Bodies de sa série You, mais j'avais entendu dire que c'était pas écrit de la même façon que le premier tome. On n'était pas dans la tête de Joe Goldberg et que ça fonctionnait pas aussi bien. Puis même les autres tomes, il me semble que Hello Kimi, elle les a lus, puis c'était pas super bon. Donc j'aimerais ça la relire, mais on dirait que j'ai tellement d'écho que ça risque pas de me plaire que j'ai des réserves. Donc, hypothétiquement, j'aimerais ça la relire. Je pense pas qu'elle a écrit d'autres choses, mais c'est ça. Je suis comme dans une drôle de situation. Je veux pas la relire sachant qu'il y a vraiment beaucoup de chances que ça me plaise pas. T'sais. Mais je ne l'ai pas relu depuis ce tome-là en 2017. J'avais Victor Dixon avec Phobos. J'ai relu Victor Dixon à plusieurs reprises, donc c'est un auteur. Ça n'a pas toujours fonctionné, c'est pas toujours des coups de cœur. Puis il écrit pour le jeune adulte, puis je suis pas toujours en amour avec ce style-là. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs martelés. Donc il y a eu des hits, il y a eu des misses dans les dernières années. Donc je l'ai relu. Intérêt plus ou moins important pour lire ces autres choses. D'ailleurs, j'avais même commencé Vampiria l'année passée, puis je l'avais arrêté. Tu sais, ça se lit bien, c'est fluide et tout ça, les univers sont intéressants, mais ça me gruge pas. Je pense pas que ça va être des énormes coups de cœur dans les prochaines années, même si c'est arrivé encore un petit peu plus tard que j'avais un coup de cœur de cet auteur. Non et moi de Delphine de Vigan, ben là, ça, vous savez la réponse. Cette année, j'ai décidé de tout lire de Delphine de Vigan. Il me reste aujourd'hui qu'un seul livre à lire de cette autrice pour avoir tout lu. Biz avec Naufrage. Donc ça a été une déception cette année. Je voulais tout lire ce que Biz avait publié et malheureusement, après
quelques abandons. J'ai décidé que ça ne se passerait pas, malheureusement. Les personnages masculins que Biz met de l'avant ont des propos qui me dérangent beaucoup. Donc, peut-être que d'autres livres qui me feraient vivre des choses comme Naufrage me fait vivre des émotions à l'époque, mais malheureusement, il a perdu sa chance. L'autre qu'on adorait de Catherine Cusset. J'ai réessayé de lire Catherine Cusset il y a quelques années avec un livre qui se nomme... le titre m'échappe. Jockey, en tout cas, je vais vous mettre la couverture ici, puis ça n'avait pas fonctionné. Fait que je suis comme entre deux. J'ai eu un gros coup de cœur puis une déception. Je pourrais peut-être y redonner une troisième chance pour voir c'était laquelle des fois qui était la bonne. Est-ce que c'est une autrice qui pourrait me plaire encore ou non, puis je laisse tomber le projet. 2017, Une vie de Simone Veil. Veil, me semble qu'on dit. J'ai vu, il me semble, qu'elle a autre chose, qu'elle a publié autre chose. Ça pourrait m'intéresser, définitivement. Là, ben, on était quand même dans un ouvrage qui était sa vie. C'était assez personnel, assez touchant aussi comme sujet là, dans la Deuxième Guerre mondiale, il me semble. Donc, j'aurais de l'intérêt à relire cette autrice-là. 2017 encore, on avait Jussi Adler-Olsen avec Miséricorde. J'ai lu le deuxième tome et ça m'a pas plu. Donc, encore une fois, il est dans cette situation-là que je devrais peut-être essayer de lire le troisième tome du département 5 et me faire une tête. Est-ce que ça va être davantage des coups de cœur ou des déceptions pour briser l'égalité en ce moment? Après toi, de Jojo Moyes. Je sais pas comment ça se dit. Même ça se dit ce nom-là, j'ai toujours dit ça de même. J'ai lu autre chose. En fait, j'ai lu Après tout et j'ai lu Sous le même toit. Elle aussi, c'est une situation un petit peu mitigée parce qu'Après tout, je trouve que ça ressemblait beaucoup à Après toi, puis j'ai beaucoup aimé ça. Sous le même toit, j'ai vraiment pas aimé ça. C'était une drôle d'histoire de famille, d'argent, qu'il fallait vendre le violon. J'avais pas trop compris le concept. Donc, elle aussi, j'imagine qu'il faudrait peut-être que je lise un autre ouvrage de cette autrice-là pour voir où est-ce que je me situe avec ses romans de façon générale. Mais je vous dirais que j'ai pas un appel très fort pour cette autrice-là. Et peut-être la même chose pour la dernière qui est Amélie Nothomb. J'avais Riquet à la houppe en 2017 que j'avais mis dans mes coups de cœur. Je l'ai relu et vous savez quoi? Karine de Mon Coin Lecture a dit cette phrase dans une de ses dernières vidéos et ça m'a vraiment happée. À toutes les fois que je lis Amélie Nothomb, sur le coup, je suis comme « Wow! J'ai vraiment aimé ça! » Je ferme le livre, j'ai aucune idée de quoi ça parlait. Je trouve ça tellement décevant. Mais en même temps, je me dis, l'expérience, pendant que je le lis, j'ai un bon temps, puis tout ça, mais je trouve ça tellement décevant qu'après ça, il en reste rien. Donc, c'est un peu comme ça que je me sens par rapport à elle. Je suis comme, on passe des bonnes soirées ensemble, mais notre relation va pas au-delà de ça. Fait que je sais pas, je pense pas que c'est vraiment urgent que je relise cette autrice-là. 2018, on avait Simon, 16 ans, Homo sapiens de Becky Albertalli. Vous voyez, j'étais encore dans le jeune adulte à l'époque. J'aimerais ça relire cette autrice-là, mais encore une fois, j'ai pas l'impression que ça va être quand même tant que ça dans mes goûts aujourd'hui. Delphine de Vigan avec Rien ne s'oppose à la nuit. Les enfants du fleuve de Lisa Wingate, qui est une fiction historique. J'avais trouvé ça très touchant. Je suis tentée à réessayer cette autrice-là définitivement. Un autre, Amélie Nothomb, Frappe-toi le cœur. Micheline Lachance avec Rue des Remparts. Encore une fois, on est dans la fiction historique. Je pourrais réessayer Micheline Lachance. Il me semble que j'avais autre chose que j'avais peut-être lu d'elle. Jacques Cartier, Lady Cartier. Je sais plus si je l'ai lu ou si je le possédais. Question mark par rapport à ça. Être face à la rue de Jean-Marie Lapointe, ça c'est un livre de non-fiction, donc il avait rencontré des gens qui habitent dans la rue et c'était vraiment quelque chose de très touchant. Il y avait aussi nous faire comprendre un petit peu pourquoi ces personnes-là sont là, leur parcours de vie. C'était vraiment comme un désir de les humaniser, qu'est-ce que les gens dans la rue pourraient avoir besoin de nous. Je pense qu'il faudrait peut-être que je leur lise un jour. Je serais intéressée de relire Jean-Marie Lapointe. Je pense qu'il fait majoritairement des trucs non fictifs,
Mais ouais, je serais intéressée. Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, Marianne Schaffer et Annie Burroughs. J'avais relu, parce que c'était le seul roman qu'elles avaient écrit ensemble, j'avais relu Annie Burroughs avec les trucs des chaussettes. Puis ça n'avait pas été un si gros coup de cœur que ça, donc je vous dirais que je suis pas vraiment dans le mood tant que ça. Tu sais, c'est pas dans mes priorités de relire quoi que ce soit. Je sais même pas s'ils ont autre chose, si une ou l'autre ont autre chose que ces romans-là. Moi aussi, j'aime les hommes de Simon Boulris et Alain Labonté. Simon Boulris, ça fonctionne semi avec moi, je vous dirais, mais j'aimerais probablement relire Alain Labonté. Ça pourrait être intéressant, voir est-ce que si cet auteur-là peut-être est plus dans mes cordes. Fleur captive de Virginia C. Andrews, bah ça c'est une autrice bonbon pour moi. Définitivement, j'ai lu autre chose de Virginia C. Andrews. Ça n'a pas toujours été des succès, puis d'ailleurs Sylvain m'a envoyé là, une série complète de Virginia C. Andrews, donc je vais me lancer là-dedans là, éventuellement. Je sais même pas c'est lequel le premier. Je sais même pas c'est quoi le nom de la série. C'est pas clair, cette affaire-là. Mais définitivement, je vais lire ça là, dans l'année prochaine, peut-être. Peut-être en décembre, je vais peut-être en lire un. On va voir. Mais puis en plus, c'est sachant que c'est même pas elle qui les a écrits, que c'est un auteur fantôme. Elle a écrit très peu d'ouvrages qui portent son nom. C'est très bizarre tout ça. Les 7 royaumes de Cinda Williams de Chima, qui est cette série-là ici, une série très jeunesse, princesse, fantasy. J'ai essayé de relire autre chose de cette autrice-là, mais il n'y a rien de traduit, puis je ne lirai pas en anglais. Mais tu sais, je pense que... Je sais pas si j'aimerais autre chose qu'elle a écrit, mais définitivement, ça a été une série que j'ai relue et que j'ai cherché avidement d'avoir le 4e tome. Je les ai achetés à des prix quand même assez dispendieux pour des livres comme ça. Donc, c'est ça, je suis comme un petit peu limitée pour la relire. Jamais plus de Colleen Hoover. Bon, on s'est parlé un petit peu de ma relation avec Colleen Hoover. Elle a sorti plein d'autres ouvrages pour lesquels je n'ai pas d'intérêt. Donc, si vous me voyez relire Colleen Hoover dans les prochaines années, posez-vous des questions. Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. J'avais relu un ouvrage de Patrick Ness et je n'avais pas ressenti la même chose que j'avais ressenti dans Quelques minutes après minuit. Donc, encore une fois, il est comme... en égalité, là. Un coup de cœur puis une déception. Je pourrais peut-être briser l'égalité pour voir de quelqu'un je me situe, mais lui aussi écrit davantage dans le jeune adulte, donc possiblement que ça risque pas tant d'être des coups de cœur. Un monde mort comme la lune de Michel Jean, c'était le dernier coup de cœur de 2018. Il y a quelques années, j'avais fait l'exercice de tout lire de Michel Jean. Il y a quand même 2 lignes directrices, je vous dirais, cet auteur-là. Là, c'est sûr qu'avec le succès de ses ouvrages qui parlent des Inuits ou de la réalité des communautés autochtones, là, il est vraiment dans cette ligne directrice-là. Mais il y avait aussi ces romans plus anciens qui étaient davantage avec des enquêtes et tout ça. Malgré tout, il y a quand même des enquêtes dans ces romans qui parlent des réalités autochtones, mais dans ces anciens romans, il n'y avait pas nécessairement ce sujet-là de l'avant. Donc, j'ai tout lu. Puis, ben, il y en a d'autres. En fait, son dernier, que je pense qu'il faut prononcer chimique, je ne l'ai pas lu. Mais j'aimerais davantage lire un auteurice qui parle de cette réalité-là, parce que ça se passe au Nunavut. Donc, j'aimerais davantage lire un Inuit qui parle de cette réalité-là que Michel qui est Inou. Parce que j'aimerais ça que ça soit davantage on voice. Tu sais, je comprends que là, il met une voix, il met de l'avant les réalités et les communautés autochtones et des Premières Nations, mais j'aimerais ça davantage lire quelqu'un pour qui ça a été sa réalité, que ça l'a touché. Tu sais, je pense que ce que j'ai lu de Cheval Indien cette année de Richard Wagamese, ça m'a fait un petit peu cet effet-là parce que c'est quand même des propos très similaires à certains ouvrages de Michel Jean. Mais bon, Richard Wagamese était Ojibwe et on sentait que c'était très près de lui, que
si ça n'a pas été vécu, que tu sais, c'était ses parents. Donc, c'est un petit peu là que je suis. Je trouve que c'est génial, toute la lumière qui est mise de l'avant sur les communautés autochtones, mais pour lire certains sujets de d'autres communautés, j'aimerais vraiment pouvoir lire des auteurs qui sont issus de cette communauté-là. 2019, Stéphanie Lapointe avec Fanny Cloutier. Bon, c'est une série que j'ai lue. Le dernier, je l'ai pas lu, mais je vous avouerai que bon, mon intérêt a un petit peu diminué, là, ça s'étire un petit peu, puis c'est quoi il y a le mot, là? Ça fonctionne plus autant que ça, et elle a pas écrit autre chose, il me semble, Stéphanie Lapointe, donc ça va rester ainsi. Quelqu'un de Nicolas Giguère. J'ai essayé de lire autre chose de Nicolas Giguère, mais il a pris quand même une tangente un petit peu particulière qui est moins moi. Je pense que de tout ce qu'il a publié, quelqu'un est possiblement celui qui est le plus dans mes cordes, même que l'était un petit peu moins, mais il a écrit, là, comment ça s'appelle? Je vais vous le mettre ici, là, je l'ai lu, mais c'est des haïkus, des annonces pour des relations homosexuelles, puis il y en a écrit un aussi, là, inspiré des albums de David Bowie, puis je l'ai pas lu parce que je me disais bien que ça n'allait pas fonctionner. Donc je pense qu'on n'est plus dans la même direction. Éric Mathieu, Les Suicidés d'eau claire, en fait, il y a juste 2 romans, donc j'ai lu aussi le deuxième. Ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, je me sais plus comment ça s'appelle, Le Renard, en tout cas, je vais vous le mettre ici. Mais sinon, il a écrit des nouvelles, particulièrement, je crois, dans Translation, c'est tout de même, ça s'appelle. Je vais vous le mettre ici. Et je pense peut-être aussi dans Astrologie ou Zodiac, que ça s'appelle, ce collectif-là. Donc, je pourrais peut-être essayer de le relire en nouvelle, voir. Mais Les Suicidés d'eau claire, définitivement, ça a été un gros coup de cœur. L'art d'écouter les battements de cœur de J.P. Senker. Je n'ai jamais relu cet auteur et je pense que c'est un homme, mais je serais très, très, très intéressée à le relire parce que, oh, la fin, là, ça m'avait brisé, là. J'étais tellement dans cet ouvrage-là. Mon Dieu, j'ai vécu des émotions. Je m'appelle Nathan Lucius de Mark Winkler. Lui aussi, ça avait été une lecture quand même assez intéressante. Un personnage où on doute un petit peu de sa fiabilité. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Il me semble que je l'ai regardé, mais c'était juste en anglais, rien de traduit. Donc, de manière réaliste, ça se peut que ça se passe pas. Maléficus de Cynthia Carbonneau, j'ai continué cette série-là. Le deuxième, je l'avais bien aimé. Le troisième était différent, puis je ne l'avais pas terminé. Et si je me trompe pas, elle a rien d'autre. Elle n'a pas publié d'autres choses depuis. Devenir de Michelle Obama, j'ai vu, en fait, elle a publié un autre livre récemment. J'ai vu qu'elle avait autre chose et je serais intéressée de la relire définitivement. Hansel et Gretel d'Yvan Godbout, j'ai relu Yvan Godbout avec Boucle d'or, des contes interdits, mais je vous dirais que les contes interdits, c'est pas ça qui me branche le plus. Je suis pas sûre que relire cet auteur-là aujourd'hui ferait en sorte qu'il se retrouverait dans mon palmarès. Après ce que j'ai lu dans l'horreur, qui est un volet beaucoup plus psychologique, je veux plus que du gore, tu sais. Et Outlander de Diana Gabaldon, j'ai relu cette série-là d'Outlander, j'en suis rendue... J'en ai lu 5. Ça s'épuise quand même, hein? Mais bon, il y a quelque chose de très douillet de retourner là-dedans. Je sais que j'en ai un encore à lire, le 6 ici. Possiblement qu'après, ça va être la fin. Je sais même pas si elle a écrit autre chose. Est-ce que j'aurais tant d'intérêt à la relire? Je pense pas. Je pense pas. 2020, Coucoum de Michel Jean, on en a parlé déjà. Havre de Mishka Lavigne, qui est un ouvrage dont je parle très souvent, et une autrice définitivement que je veux relire. Je pense que je vais me faire une liste, puis en 2024, je dois relire cette autrice-là. En plus, c'est des pièces de théâtre. Ça se lit tellement vite, là. On va arrêter de niaiser. La Bête de David Goudreau, ben, je l'ai relu avec ses romans récents. Correct. Mais il n'y a rien qui s'est classé là, dans les dernières années. Fanny Cloutier, on en a parlé. Les Grandes Chaleurs de Michel-Marc Bouchard. J'aimerais définitivement relire cet auteur-là. J'ai vu une pièce de théâtre écrite par lui, Marie-Pierre et le démon, que j'ai beaucoup aimé. Je le mets pour 2024, définitivement.
De Patrick Isabelle, ça a été un roman que j'ai beaucoup aimé. Là, Patrick Isabelle, le reste, c'est plutôt jeunesse, c'est sa série Anacartas que j'ai essayé de lire cette année, mais c'est pas tout à fait dans mes cordes. Donc, il y a d'autres choses publiées chez Leméac que je pourrais peut-être essayer. Gem de Geneviève Boucher, j'ai terminé toute cette série-là. Je peux pas dire que la fin était très satisfaisante et j'ai essayé son autre série, Les Bellatrices, et ça n'avait pas fonctionné. Donc, je pense que ça fonctionnera pas. Déviance de Stéphanie Sylvain et Whitney Saint-Onge B. Donc, j'ai relu Stéphanie Sylvain, mais c'était un livre dont vous êtes l'enquêteur. Donc, tu sais, c'était pas comme un format roman typique. J'aimerais ça la relire en format roman typique. Sinon, j'ai un livre de Whitney Saint-Onge B ici qui est Mourir. Ah, je cherchais une couverture blanche. Je vais le mettre lui aussi pour 2024. Je vais me faire une pile des auteurs coup de cœur à relire, définitivement. Surtout que je le possède en plus. 1000 éclats de Jay Asher. Ça aussi, j'ai l'impression que ça tombe dans, tu sais, j'aimais le Young Adult et tout ça, donc je suis pas sûre que ça aurait le même impact. Mais juste pour l'expérience, je pourrais définitivement le relire. J'avais beaucoup aimé. Caroline Dorca-Fenech avec Rosa de la Rosa, c'était un livre nominé pour les rendez-vous du premier roman il y a quelques années. Je ne pense pas qu'elle a publié autre chose depuis. Je disais donc que c'est la même chose pour Vicky Mujinga-Kalambay, parce qu'elle n'a pas publié autre chose. J'ai tout lu jusqu'à maintenant de cette autrice-là. Même chose pour Sophie Bienvenue, j'avais mis Chercher Sam cette année-là. Marc-Pierre Lafontaine, même chose, j'avais lu Chienne. Michel Tremblay, j'avais dans ma bibliothèque Un ange cornu avec des ailes de tôle. Je l'ai relu, j'ai encore La grosse brique qui n'est pas terminée des chroniques du plateau Mont-Royal. Je pense pas qu'on peut passer à côté de Michel Tremblay dans la vie. Donc, j'ai des plans de continuer à le lire. Et Valérie Jessica Laporte, j'avais Méconnaissable cette année-là, en 2020. Et elle a publié la suite Asymétrique, c'est même que ça s'appelle. J'ai définitivement de l'intérêt à lire ce livre-là. 2021. Naomi Choret avec Princesse Promise. J'ai terminé toute sa série Princesse Promise. Elle en a sorti une autre qui est une duologie double visage. J'aurais de l'intérêt aussi pour lire cette duologie-là. Samuel Champagne, j'ai tout lu. Alyssa Cole, vous avez un email. J'aimerais ça la relire. J'avais beaucoup aimé cet ouvrage-là. Cette romance spicy. MP Boisvert avec Au cinquième, elle a rien publié d'autre à mon grand désespoir. Sandra Dussault, j'ai tout lu. Taylor Jenkins Reid avec Les 7 maris d'Evelyn Hugo, j'ai relu autre chose de cette autrice-là, mais il n'y a rien qui s'est classé dans le palmarès dans les dernières années. Shane Michael, j'avais lu son recueil de poésie, de la poésie dans mes tops de l'année. Fif et sauvage. Et là, je me suis dit, y a-t-il d'autres choses, cet auteur-là? J'ai trouvé ceci. Our Roots de Shane Michael avec, c'est écrit en 3 langues, français, anglais et, là, je ne sais plus, il est malécite. Voilà, c'est au coin. Donc, je ne sais pas si c'est le langage. Donc, en tout cas, là, j'essaie, là, c'est pas improvisé mon affaire. Ok, c'est pas juste lui, là. Véronique Tuski, Anishinaabe. Ah, c'est donc intéressant, c'est comme un recueil. César Niouachiche, Atikamek. Ah, ben là, tellement. Ça me donne encore plus envie de le relire. Ouais, si je ne le lis pas d'ici la fin 2023, je le mets définitivement sur ma pile de 2024. Victor Dixon avec Extincta, Virginia C. Andrews, on en a parlé, la famille Landry. Il me reste un tome à lire que je veux lire en 2024, c'est parce qu'il était à la bibliothèque seulement du côté de Gatineau, qui est à côté de mon travail, puis ben, depuis un an et demi, je n'y suis pas retournée, donc faire le détour juste pour aller à cette bibliothèque-là, c'est pas nécessairement ce que je voulais, donc je me concentrais dans la bibliothèque d'Ottawa. Mais là, vu que je vais retourner au travail en janvier, je vais définitivement louer ce tome pour avoir terminé avec cette série-là. Ce serait peut-être logique d'attendre de terminer la série de la famille Landry pour me rentrer dans une nouvelle série de Virginia C. Andrews. Et le dernier
top de 2021, c'était J'ai peur des hommes de Vivek Shraya. D'ailleurs, j'ai trouvé un autre ouvrage de cette autrice, Tout le monde change, de Vivek Shraya, et j'ai définitivement beaucoup envie de le lire. Ça s'en va, même chose là pour décembre, si c'est pas décembre 2024, sans faute. Possiblement genre janvier. On a presque fini. 2022. Répond à la lumière d'Emma L. Marie. Il n'y a rien d'autre qui existe de cette autrice. Mukbang de Fanny Demeul. J'ai tout lu de Fanny Demeul. Auprès de moi, toujours de Kazuo Ishiguro. Je devrais peut-être essayer de relire cette autrice. Je pense que c'est une autrice. Je sais plus. Je sais pas. Aucune idée. Mais j'avais bien aimé ça. Donc, ça serait peut-être le fun de refaire un test. Thunderhead, Sight 2 de Neil Shusterman. J'ai terminé Sight cette année avec le 3e tome, mais j'aimerais définitivement relire cet auteur-là. Shades of Magic de V.E. Schwab, j'ai terminé la trilogie aussi. J'ai essayé de lire La vie invisible d'Adi Larue cette année, mais ça n'a pas fonctionné, mais je me doutais que la lenteur ne serait peut-être pas pour moi. Donc, je pense que c'est tout ce qu'elle a écrit, V.E. Schwab. Sinon, Les Cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini, je voulais relire cet auteur-là. Et justement, j'ai en ma possession 1000 soleils splendides. J'ai entendu de très bons commentaires là-dessus. Je vais le relire. Anthony Passeron avec Les enfants endormis, c'était un premier roman. Je pense pas qu'il n'y ait rien publié depuis. Blanc avec Poisson à pattes, j'ai lu l'autre roman qu'il a. Roman graphique qui se nomme 23h72. Je l'avais acheté, mais ça n'a pas eu la même portée pour moi. Sinon, Frederick Backman, j'aimerais ça le relire aussi, parce que tout ce que j'ai lu de lui pour l'instant, j'aime beaucoup, mais il n'y a pas grand-chose traduit ici du côté d'Ottawa. Je me souviens plus du côté du Québec de quoi ça a l'air, mais j'aimerais définitivement lire Beartown 2 lorsqu'il va être traduit. Il me semble que c'est une série assez récente. Et Will Hill par le feu, je me souviens plus, il me semble que j'avais regardé, mais il me semble qu'il n'y a rien d'autre. Ou sinon, c'est pas traduit. Quelque chose comme ça. Et 2023, ben, on s'en parle dans quelques semaines pour faire mes tops de l'année. Bon, désolé, ça, c'était long. Je pensais pas que ça allait être si long que ça. Mais les autres sections vont être plus courtes, j'espère. La section 5, c'est mon analyse de mes top auteuristes. Donc, il y a certains auteuristes qui ont été 2 fois dans mon palmarès depuis 2017. Delphine de Vigan, Virginia C. Andrews, Victor Dixon, Michel Jean et Amélie Nothomb. Donc, il n'y a pas grand-chose à retirer nécessairement de ça. Il y a certains auteurs que j'ai tout lu. Il y a certains auteurs que je suis confortable avec ce que j'ai lu d'eux ou d'elles, comme Victor Dixon puis Amélie Nothomb. Puis j'ai hâte de voir dans les prochaines années là, si je relis mes auteuristes coup de cœur, est-ce qu'il y a d'autres auteuristes qui ont rentré dans cette liste de palmarès qui vont être plusieurs fois dans mes coups de cœur. C'est une petite section 5 pour pallier avec la section 4. Et la section 6, c'est fierté, nouveauté. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ma vie de booktubeuse ou de lectrice ces dernières années? Ben, il y a le podcast que j'ai parti cette année en juillet. Qu'est-ce que tu lis? Le podcast, c'est quelque chose auquel je pensais depuis un bon bout de temps, mais je trouvais pas la formule qui me plaisait. Je voulais vraiment quelque chose sans cassage de tête, très ludique. Puis c'est vraiment un amalgame de trucs. Nos conversations, souvent on fait des zooms qu'on appelait sur BookTube, puis on parlait un petit peu de nos vies et tout ça, mais entre autres aussi de nos lectures. Donc il y a eu cette portion-là qui m'intéressait beaucoup. Et l'autre chose, c'est Sylvain Desmentis qui a commencé son club de lecture, puis à la fin de son club, il demandait une recommandation culturelle. Puis c'est là qui m'a germé l'idée de faire, pas nécessairement des recommandations culturelles, mais de faire des recommandations de livres, donc de parler de nos livres. Donc mon podcast, je trouve que ça me représente, je trouve que c'est quelque chose de pas de cassage de tête, c'est une conversation entre amis sur la lecture, on parle de ce qu'on est en train de lire ou de quelque chose qui nous a touché ces derniers temps, puis c'est de faire des liens aussi avec la vraie vie, avec nos lectures, puis d'en discuter, puis j'aime toujours avoir un deuxième sujet aussi, une petite conversation sur des sujets hot or not de la littérature. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Puis dans la dernière année, ben, j'ai eu mon entrevue aussi avec Samuel Champagne.
J'aimerais ça continuer à faire des entrevues, mais c'est ça. Il me faut juste un petit peu de courage, parce qu'il y a quand même 2 autoristes que j'ai en tête depuis un petit bout de temps. Sophie Bienvenue, entre autres, mais je l'ai vue en entrevue organisée par la bibliothèque de Gatineau, puis elle était super bonne, elle avait pas besoin de personne pour lui poser des questions. Elle a répondu à tout ce que j'avais sur ma feuille, puis je me dis, c'est un peu étrange comme la passer en entrevue, sachant que je connais toutes les réponses, mais elle avait tellement des bonnes histoires, elle était tellement bonne à raconter. En tout cas, il me faut juste un petit peu, un petit push là, pour y aller. Et sinon, la dernière section, c'est futurs projets. Donc, la suite, ça revient un petit peu à la question de sous le ciel, qu'est-ce qui va se passer après? Ben, je vous dirais que le gros de tout ce qui s'en vient, outre le fait que je veux continuer le podcast tant que j'ai du plaisir, mais tu sais, c'est vraiment une conversation entre amis pour moi, donc tu sais, parler avec mes amis 1 fois par mois de ce qu'on vit, je trouve ça le fun. Sinon, c'est le gala du roman québécois, là. Hello Kimi, c'est de sa faute. Hein. Parce que, pour une couple d'années, j'avais essayé de faire un gala du roman québécois avec mes réseaux sociaux. Il y avait des failles là-dedans, dans le sens que, comme j'ai pas une grosse communauté, il y avait des gens qui avaient pushé certains livres, et ceux qui étaient comme en top 3, c'était des livres, que j'avais pas lu. Donc, j'avais certains malaises par rapport à ça. Donc, l'année d'après, je voulais faire un concept un petit peu comme ce que je fais avec le 12 août, puis j'avais demandé à ma gang de Booktube de m'envoyer des vidéos, et j'en ai pas reçu. Je voulais faire comme un gala du roman québécois, comme de chacun de nos livres préférés de l'année, donc ça n'a pas fonctionné. Et je pensais avoir abandonné le projet tout simplement, puis là, Hello Kimi m'est revenu avec ça, puis là, j'étais comme, ben, je sais pas trop comment on pourrait faire ça, mais si vous en avez pas entendu parler, ce qu'on compte faire avec un groupe de lectoristes, c'est de lire tous les romans québécois adultes qui seront publiés dans une maison d'édition en 2024 pour la première fois, donc pas de réédition. On va être un comité, puis on va pas tout lire, là, mais on va échanger sur nos lectures. Forcément, il y a des romans qui vont se distinguer, donc on va vouloir que les gens les lisent, puis à la fin, on va faire un top 3 possiblement, et on va faire voter le Québec sur quel est le meilleur roman de l'année. L'objectif, c'est de faire un gala avec ça. Donc, ouais, je pense que ça va être un gros projet qui est motivant, qui est intéressant. Je vais voir où est-ce que ça me mène, mais je pense que c'est ça qui va prendre le plus de place dans ma vie en 2024. Ça, retourner au travail, puis mon garçon qui va avoir 1 an. Donc, ouais, en parlant de lui, il est en train de se réveiller, ça tombe bien parce que j'ai fini cette vidéo qui est quand même ma foi longue. Voilà pour la fin de cette vidéo qui soulignait mes 7 années sur Booktube. Merci d'être là. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Ça existe-tu, ça? Merci à vous, à tout le monde qui écrivait des commentaires, qui me suivait. Merci, merci, merci. Peu importe ça fait combien de temps que vous êtes là, que ça fasse longtemps ou pas. Merci à ceux qui se joindront à cette belle aventure. Et sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.